Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Samuel Sivy, délégué général de l'Institut des actuaires en France, et je suis très heureux d'animer cette table ronde consacrée à la gestion du risque géopolitique, un sujet qui n'a jamais été autant d'actualité pour notre profession. Alors que nous nous retrouvions il y a encore quelques années pour débattre principalement de risques financiers, climatiques ou démographiques, force est de constater que nous sommes confrontés à une réalité nouvelle. Le risque géopolitique s'impose comme une variable incontournable de nos modèles actuariels. La guerre en Ukraine depuis février 2022, l'escalade au Moyen-Orient depuis octobre 2023, les tensions commerciales avec les États-Unis, les cyberattaques d'État. Ces événements ne sont plus des signes noirs exceptionnels, mais constituent désormais un environnement de risque permanent que nous devons apprendre à quantifier, modéliser et gérer. Pour nous éclairer ce soir, nous avons eu quatre experts aux perspectives complémentaires. Pierre Sebalani, CEO de Banque Assurance Salle au Liban depuis 2016, membre de plusieurs conseils d'administration, dont entre autres l'Association des compagnies d'assurance au Liban et deux facultés universitaires, et expert disposant de plus de 25 années d'expérience en assurance, finance et gestion des risques, nous apportera d'abord le regard de terrain d'un professionnel qui vit quotidiennement l'impact de l'instabilité géopolitique régionale. Pierre nous donnera sa définition du risque géopolitique et partagera son analyse. Bonjour Pierre. Bonjour Samuel, vous m'entendez? Euh, Vous me voyez? Parfaitement. Oui, oui, très bien. Excellent. Euh, Annie Blais, fellow de l'Institut canadien des actuaires, disposant de plus de 30 ans d'expérience dans les domaines IR des non traditionnels, dont 14 au sein d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, 11 ans à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et 6 chez Export Développement Canada, nous présentera ensuite des cas pratiques concrets montrant comment une institution de crédit export accompagne les entreprises face à ces nouveaux défis. L'expérience canadienne nous offrira une perspective nord-coréenne précieuse, nord-coréenne, nord-américaine précieuse, pardon. Bonjour Annie. Le micro est coupé, mais on vous entendra tout à l'heure. Bonjour. Bon. Jean-Baptiste Horry, Head of Political Risk chez Aon France, nous proposera une cartographie mondiale des risques géopolitiques. Son expertise de courtier international nous permettra de comprendre comment ces risques sont identifiés, mesurés et transférés sur les marchés. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Et enfin, Jérôme Binois, actuaire chez Score France depuis 2006 et passé à la souscription depuis 2024 dans l'équipe Assurance Crédit, Caution et Risque Politique, en charge des pays CE et de la France, après avoir été notamment jusqu'en fin 2023 responsable pricing réassurance pour les deux départements de souscription Assurance Crédit, Caution et Risque Politique et décennale, nous expliqua comment la réassurance intègre ces risques dans ses modèles et sa stratégie de souscription. Une approche essentielle pour comprendre comment notre industrie absorbe et mutualise ces nouveaux périls. Bonjour Géraud. Bonjour, bonjour Samuel, bonjour à tous. Alors pourquoi cette table ronde est-elle cruciale pour nous actuaires? D'abord parce que le risque géopolitique bouleverse nos hypothèses traditionnelles. Nos modèles, construits sur des décennies de relative stabilité, doivent s'adapter à un monde où les corrélations explosent lors des crises, où les exclusions de guerre se remisent en question, où les sanctions économiques créent des effets dominos imprévisibles. Ensuite, parce que ce risque transcende les frontières traditionnelles de notre métier. Il impacte simultanément l'assurance dommage, la réassurance vie, les régimes de retraite confrontés à l'inflation géopolitique, les fonds de placement exposés aux actifs de certains pays ou à l'instabilité des matières premières. Enfin, parce que notre responsabilité sociétale nous impose de contribuer à la résilience économique face à ces chocs. Les entreprises, les États, les citoyens attendent de notre expertise qu'elle les aide à naviguer dans cette nouvelle donne géopolitique. L'objectif de cette soirée est triple: comprendre la nature de ces risques, découvrir les outils pratiques pour les gérer et identifier les défis que doit relever notre profession pour rester pertinente dans ce nouvel environnement. Nous aurons ensuite un temps d'échange pour vous tous, car vos expériences et vos questions enrichiront cette réflexion collective. Vous pouvez poser vos questions à travers le chat durant toute la conférence et nous y répondrons en fin de conférence. Sans plus attendre, je donne la parole à Pierre pour nous éclairer sur la définition et la réalité du terrain géopolitique. Pierre, le micro est à vous et je Merci. partage votre présentation Merci Samuel, maintenant. vous m'entendez, vous me voyez bien? Très bien, et je fais Excellent, partage excellent. immédiatement. Merci bien. D'abord, je suis très ravi de faire partie de ce colloque. Euh, je vais prendre 15 secondes non traditionnelles parce que chez nous, il y a une bonne habitude de commencer un discours avec des remerciements. Donc, je tiens à remercier l'Institut, à te remercier toi-même, Samuel et Sonia, pour le suivi et pour ton gentil mot. De même, un grand merci à ma collègue et à mon amie Rita Sekhan, la présidente de l'Association libanaise des actuaires, qui m'a introduit à vous. Finalement, un remerciement aussi à ma collègue Juliette qui m'a aidé avec les visuels.
Je pense que vous avez fait le bon choix d'un Libanais pour l'introduction des risques géopolitiques parce que nous sommes malheureusement des experts innés en ce genre de risques. Effectivement, et malheureusement, comme je viens de le dire, la géopolitique a dicté notre destin depuis la création de notre pays. Avant de faire un petit aperçu de ce que je dis concernant mon petit pays, si vous pouvez passer au deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, en faisant ma recherche, j'ai aimé beaucoup cette définition très simple du risque géopolitique parce qu'elle met en relief le fait que ce genre de risque n'est plus l'exception. Donc, Ian Bremmer dit que le risque géopolitique n'est plus l'exception, mais ça fait maintenant la règle et c'est le nouveau point de départ. Ce genre de risque redessine nos marchés, l'assurance, les finances et nos horizons d'anticipation. Euh, un très petit brief concernant le Liban. Le Liban a eu son indépendance du mandat français en 1943. 5 ans après, il y a eu l'arrivée massive des Palestiniens qui ont dû quitter leur pays après la création d'Israël. Et cet événement a créé un grand problème pour le Liban, pour la Jordanie, pour plein de pays, mais surtout pour le Liban. En 69, on a eu même un accord qui donne à l'organisation palestinienne de libération palestinienne, l'OLP, une base d'opération militaire au Liban. Et il y a des camps palestiniens qui sont jusqu'à aujourd'hui armés. En 75, la guerre a commencé et elle a duré jusqu'à 89, donc 15 ans de guerre, dont une invasion israélienne, une invasion syrienne d'un autre côté. En 89, donc, la guerre a cessé. Mais entre-temps, à cause de tout ce qui s'est passé en 84-85, il y a eu une dévaluation de la monnaie. Donc, le dollar, dans le temps, valait 3 livres libanaises. Et à ce moment-là, il a haussé à 1500 livres. Ça, c'était la première crise monétaire, donc la géopolitique qui a affecté les finances et qui a affecté notre société. En 2000, il y a eu le retrait israélien, puis l'assassinat de Rafi Hariri qui a fait de façon à ce que les Syriens quittent aussi. En 2006, il y a eu une guerre entre Israël et le Hezbollah. En 2020, il y a eu la grande explosion du port de Beyrouth et entre-temps, il y a eu une deuxième dévaluation de la monnaie à cause de tout ce qui s'est passé les 15 dernières années. Donc en 2019, il y a eu une deuxième dévaluation qui fait passer le dollar de 1500 imaginez-vous, à 140 000, livres libanaises pour stagner après à 89 000. Et on souffre depuis 2019, on souffre à cause de cette crise, disons, politique, de cette crise financière qui est principalement due au risque géopolitique. Donc ça, c'est un brief du Liban. Une deuxième définition des risques géopolitiques, c'est une définition plutôt académique, sont les menaces et incertitudes qui résultent des tensions ou conflits entre États, groupes politiques ou régions. Ces risques se matérialisent par des conflits armés, des coups d'État et de changements de régime, des sanctions, ainsi de suite. Donc il y a une longue liste qui est quelque part le résultat d'un risque géopolitique ou bien des risques géopolitiques. Si on voit maintenant la cartographie, donc j'ai fait une petite carte, mais je pense que mes collègues vont aller plus dans le détail de ça. Donc, maintenant, ici, le Moyen-Orient a toujours été et restera une zone chaude. Maintenant, je viens de recevoir il y a quelques heures des messages comme quoi les Israéliens ont attaqué les leaders de Hamas au Qatar. Donc, maintenant, la guerre, elle n'est pas une guerre entre Israël et les Palestiniens. Il y a au moins 6-7 pays qui sont impliqués. Imaginez-vous, il y a le Liban, il y a le Yémen, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a l'Iran et maintenant le Qatar. Donc ça, c'est une zone très chaude. N'en parlons pas de l'Ukraine, de pas mal de pays en Afrique. Et en Asie, il y a l'Afghanistan, le Pakistan et le problème permanent de la Corée du Sud.
Un petit brief historique, disons, si on prend les 100 dernières années, il y a eu deux guerres mondiales. Il y a eu la guerre froide qui a persisté pour presque 45 ans. Il y a eu chez nous, au Moyen-Orient, la création de l'État d'Israël et le conflit qui dure depuis 1948. Il y a eu plusieurs guerres entre Arabes et Israéliens. La révolution islamique en 79 qui a changé le Moyen-Orient aussi, qui a changé le Moyen-Orient depuis 1979, imaginez plus que 45 ans. La chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS, September 11, le printemps arabe, la guerre en Syrie, la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. OK? Si maintenant on se concentre un peu plus sur nous, assureurs et actuaires, donc ces risques géopolitiques, excusez-moi Samuel, vous pouvez passer le slide? Oui. Donc ces risques géopolitiques nous obligent et nous forcent à réévaluer constamment nos portefeuilles. Je vous donne un petit exemple, un tout petit exemple. Je retourne toujours au cas libanais parce que, comme je viens de vous le dire durant mon introduction, c'est un cas, la pratique parfois est beaucoup plus importante que la théorie. Donc, chez nous, je vous donne l'exemple de la compagnie où je travaille. On avait une police political violence qu'on payait, disons, annuellement avant la guerre, qu'on payait, disons, une affaire de 5 000, 7 000 dollars par an. Quand la guerre a eu lieu l'année passée, imaginez-vous, la prime a haussé de 5 000 à 45 000 dollars, 9 fois plus. Comme vous le savez, en assurance, tout est assurable, mais à chaque chose son prix. Donc, ça, c'est l'exemple, si vous voulez, un petit exemple que je vous donne pour un peu mettre en relief les contraintes et les difficultés que les assureurs et les actuaires pourront faire face à cause d'un risque géopolitique ou bien d'une guerre. La couverture de guerre, on peut plus la racheter des réassureurs parce qu'il y a effectivement une guerre qui persiste depuis 1 an et demi. Donc tout ça, tout ça, ça met en relief le fait que, comme j'avais démarré avec la définition simple de Brammer, les risques géopolitiques ne sont plus l'exception, mais c'est la règle. OK? Je passe maintenant je vais très rapidement mettre en relief deux indices, un qualitatif et un quantitatif. Je pense que mes collègues vont aller plus dans le détail à ce niveau. Le premier, pour la mesure des risques géopolitiques. Donc, le premier, c'est le PESTEL. PESTEL, c'est politique, économique, socioculturel, technologique, environnemental et légal. Donc ça, c'est comme un SWOT, c'est comme un tableau de bord qui met en relief et qui fait l'évaluation d'un pays ou bien d'une région en tenant compte de tous ces aspects, la politique, l'économique, ainsi de suite. Et le deuxième indice, le deuxième indicateur, c'est un indicateur quantitatif qui est le GPR, donc Geopolitical Risk Indicia. OK? Je vais faire un brief rapide comme suite à la demande de Samuel et de l'Institut. Donc, c'est ce que je vais couvrir. De 3-4 pays. Donc, je commence avec la Syrie. Donc, une guerre qui a duré 14 ans, depuis 2011 jusqu'au début de cette année. Cette guerre, la fin de la guerre a eu lieu il y a 7-8 mois, donc avec un coup d'État et donc le régime autoritaire donc, qui persistait depuis 50 ans n'est plus. Mais au niveau économique, le PIB du pays s'est effondré de 75%, imaginez-vous. Le chômage dépasse les 50% et il y a 90% des Syriens qui se sont appauvris à cause de cette guerre. 7 millions de déplacés, 7 millions de réfugiés à l'étranger, dont 2 millions au Liban. Imaginez-vous notre pays, nous Libanais, nous sommes 4 millions. On a 2 millions de Syriens, on a 500 000 de Palestiniens. Et le taux de natalité des Syriens et des Palestiniens dépasse de loin le nôtre. Donc, c'est trop pour 10 000 mètres carrés, 10 500 mètres carrés. Donc ça, c'est un risque, c'est un risque géopolitique. Il y a eu 580 000 décès et 300 milliards de dollars une estimation pour la reconstruction de la Syrie. Ok, je vais essayer d'être un peu brief parce que je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le truc. En Ukraine,
En Ukraine, le PIB a baissé de 30%, 7 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés en interne, 2,5 millions de foyers détruits. Imaginez-vous, 10% des foyers, 10% des foyers ont été détruits. L'infrastructure va coûter 157 milliards de dollars et la reconstruction de ces maisons va coûter plus que 75 milliards de dollars. Des terres agricoles minées, des lois d'urgence, ainsi de suite. Et maintenant, la guerre de Gaza qui a commencé le 7 octobre 2023, donc ça fait 2 ans moins un mois, le chômage dépasse les 80%, le PIB par habitant per capita est moins que 2500 dollars par an, une famine généralisée, 65 000 décès, 165 000 blessures, une pauvreté massive, 97 de l'eau impropre à la consommation, à la pollution, un cadre légal faible. Ici, j'ai pris deux ou trois slides, trois indicateurs du World Bank et concernant le risque géopolitique. Donc, ces slides, qu'est-ce qu'ils mettent en relief? Trois trucs. Il y a le geopolitical risk en tant que tel. S'il vous plaît, Samuel, vous pouvez passer. Merci bien. Donc, il y a le geopolitical risk en tant que tel. Il y a les menaces, et il y a en fait, parfois les menaces dépassent la réalité, et parfois la réalité dépasse les menaces. Donc, ça, c'est un peu un visuel qui met en relief les menaces versus l'acte en tant que tel. Et si vous pouvez passer 2 slides, s'il vous plaît. Encore un. Merci bien. Ce slide met en relief le fait que les conflits ont beaucoup haussé depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui. Si vous prenez l'exemple de 1989, il y a plusieurs genres de conflits. Donc, il y a les conflits internes, il y a les conflits entre deux pays et les conflits régionaux, etc. On avait enregistré en 1989 80 conflits. En 2023, on passe de 80, imaginez-vous, à 180 conflits. Donc, ça a doublé, c'est plus que le double, 2 fois et demi presque, de conflits en moins que 35 ans, en moins que 25 ans, effectivement. Donc, ça, c'est un très mauvais indicateur qui met en relief le fait que les conflits et les guerres ont beaucoup augmenté après la fin de la guerre froide, effectivement. Très rapidement, l'impact sur le secteur économique et sur le secteur financier, donc il va y avoir une volatilité des marchés, ça c'est sûr. L'exemple le plus palpable, c'est September 11, donc la guerre en Ukraine. Les politiques monétaires se redessinent, l'inflation, il y a beaucoup de tensions sur l'inflation. Les matières premières deviennent plus rares quand il y a des guerres. On parle du pétrole, du gaz, du blé. Et toutes les stratégies d'investissement changent à cause d'une guerre ou bien à cause d'un risque géopolitique. OK? Les investisseurs, durant les périodes chaudes, vont plus vers les actifs défensifs, je dirais, les obligues, les dérivés, les produits dérivés, tout ça. Et il y a moins de positions en action, en stock et en action. L'impact sur les assurances, un brief rapide sur l'impact sur les assurances. Donc, au niveau de la souscription et de la couverture, on a plein de restrictions, les primes augmentent, les assureurs refusent certains risques, ils refusent certaines régions et certains pays, la sinistralité augmente, les réassureurs donc deviennent plus rigides, les primes de réassurance augmentent, la gestion devient plus pénible parce qu'il faut voir les risques, la fraude, tout ça. En période de risque, la fraude augmente. Et il y a des impacts économiques indirects comme l'inflation et la volatilité, la baisse des investissements qui a un impact très négatif sur les assureurs et surtout sur les assureurs vie. Avant de clôturer, j'ai fait un petit slide
qui fait un focus sur le fait que les risques géopolitiques, c'est pas seulement les guerres, c'est parfois des personnages qui ont perturbé, je dirais perturbé positivement ou négativement, indépendamment. Moi, je suis très objectif au niveau de la politique, je n'ai pas de parti pris. Mais il y a des personnages qui ont perturbé côte à côte, entre guillemets, qui ont perturbé soit positivement, soit négativement. Je ne vais pas citer tout le monde. Je citerai quelques-uns. Je commence avec Charles de Gaulle, qu'on admire beaucoup ici au Liban. Adolf Hitler, qu'on admire moi. Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahu, Bachar al-Assad, Ayatollah Khomeini. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Osama Ben Laden, Donald Trump. Donald Trump a changé le monde. Donc, ça, c'est un risque géopolitique en tant que tel, parce que l'accès de Donald Trump au pouvoir a carrément changé le monde. Elon Musk, OK? Donc, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. OK? Pour clôturer, je suis dans les temps. Samuel, je C'est suis bon, dans les c'est temps. bon, c'est bon, c'est bon, allez-y. J'ai Il reste besoin de 2 slides, donc c'est bon. Allez-y. OK. Donc, pour clôturer, quelques petites recommandations. Donc, comment atténuer ces risques. Au niveau politique, il faut qu'il y ait des... Ça, c'est très théorique. J'espère que ça serait la réalité un de ces jours. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue entre les États, des négociations de paix. Au niveau économique, il faut diversifier ses portefeuilles, il faut développer l'économie locale et réduire les dépendances. Au niveau de la sécurité, il faut améliorer, il y a un grand travail au niveau de la cybersecurity, une coopération contre le terrorisme et le crime. Au niveau social, il faut carrément réduire les inégalités et il faut qu'il y ait des programmes de développement éducatif. Et finalement, au niveau de la gestion des entreprises, il faut avoir normalement une assurance contre les risques, ça c'est évident. Il faut qu'on veille et on suive la géopolitique et un plan de continuité d'activité. Merci bien. Merci Pierre. Et bon, bah, ça va être maintenant c'est Annie qui va nous parler justement de comment couvrir les entreprises. Voilà, l'accompagnement des entreprises. Je vous laisse partager, Annie. Oui. Bon, c'est bon. Ça arrive, parfait. OK. Alors, on va vous parler d'un peu de ce que EDC fait dans la gestion du risque d'entreprise, de risque géopolitique. Un peu, je vois juste ça fonctionne-tu. Si je fais ça, un peu, il faudrait que je sois capable de tourner les pages ici. Non, ce sera pas long. OK. Exportation de Développement Canada, c'est une entreprise qui appartient au gouvernement canadien. Ça existe depuis plus que 80 ans. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement canadien a décidé d'aider les entreprises canadiennes à exporter. Puis, comme euh, euh, Pierre vient de nous expliquer, il y a des risques considérables à l'exportation. Ça peut, surtout les entreprises qui sont plus petites, moyennes, ça se fait pas tout seul. Si tu y vas tout seul, puis certains de ces risques-là se matérialisent, ben ça peut être fatal pour les entreprises. Alors, on a EDC a développé au fil des ans toutes sortes d'outils. EDC a deux grands axes. Il y a une partie où EDC fait des prêts pour aider l'exportation, les entreprises canadiennes à exporter. Puis l'autre partie, on a des produits d'assurance et des garanties qu'on fournit pour justement aider les, 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 les transactions à se faire. Du point de vue de DC, le risque géopolitique, c'est un risque parmi d'autres. Puis effectivement, comme Pierre a expliqué, c'est la géopolitique, c'est ce qui découle de ça qui a des impacts. Puis en tout cas, j'ai choisi de parler de quelques facettes là, où on trouve le risque géopolitique, puis différentes choses que EDC fait dans les différentes choses qu'on fait. Commençant par des choses de base, il faut savoir nommer les risques. Il faut savoir combien de risques on veut prendre. Puis ensuite de ça, comment on va. C'est qui est responsable de quoi, les rôles, responsabilités, c'est essentiel. Là où
les actuaires, on a, bon, la gouvernance, c'est certainement un aspect. Là où, dans mon travail, j'avais plus de responsabilités, là, c'est l'évaluation, mesure, contrôle. C'est là que ça devient amusant pour des actuaires de développer des modèles par rapport aux produits d'assurance que EDC fait. Euh, c'est ça. J'ai mis un peu c'est ça, les outils, évidemment, les outils qu'on utilise puis qu'on développe, ça dépend c'est ça, de la complexité puis de l'importance des risques. Un risque qui n'est pas matériel, tu vas pas passer des heures là-dessus, là, mais des trucs plus importants, la quantification, la simulation de crise ou stress testing, là, puis bien évidemment des rapports, des analyses sur ce qu'on voit. C'est ça. La simulation de crise, un peu de façon un peu anecdotique, cette année, le groupe qui s'occupe de la gestion du capital a fait un scénario de stress qu'on applique à l'ensemble de EDC, puis ils mettent tout ça ensemble pour voir c'est quoi l'impact sur EDC, puis le capital qu'on a pour faire nos activités. Puis c'était juste beaucoup trop proche de ce qui s'est passé par la suite avec les Américains, le président américain, puis ses idées de tarifs à gauche puis à droite, puis l'acier puis l'aluminium, puis tout ça. En fait, ils sont tombés, les gens qui ont préparé le scénario, ils étaient pas mal proches. Puis c'est ça. Dans une autre façon où on va regarder ce qu'on fait, là, c'est il y a en termes de compréhension puis de reconnaissance des risques, là, les trucs connus, on les comprend. Ça, c'est là où on va mettre en place des processus automatisés. Tu veux pas, c'est des trucs qu'on connaît bien, qu'on sait comment gérer. Quand tu vas dans des connus inconnus où tu comprends le risque, mais il n'y a pas, tu t'en occupes pas, tu comprends pas, c'est ça, c'est ça, c'est mon patron, dit, c'est le tueur de carrière, de chef de risque, c'est le CRO, killer, career killer, ça, c'est ces choses-là où tu le savais, puis t'as rien fait, ou tu sais, t'as été trop, ah, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Non, c'est pas ça que je voulais ici. Les inconnus connus, bon, c'est ça. Tu connais, mais tu sais pas les risques émergents. Il faut passer du temps là-dessus. Puis là, ben là, il y a les choses que tu vois pas venir. La pandémie, ça en était un qui était quand même assez intéressant. Puis c'est pas, sur ceux-là, c'est pas d'essayer de voir c'est lequel qui va arriver, c'est de dire, OK, s'il y a quelque chose de vraiment, tu sais, on l'a pas vu venir, mais c'est plutôt avoir un plan d'action. S'il y a quelque chose de, tu sais, de complètement inconnu, il va arriver, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis la pandémie, ça a été quand même intéressant de qu'est-ce que tu mets dans tes réserves, qu'est-ce que tu fais dans ton évaluation actuarielle. C'est intéressant. Ça a été pour EDC, pour les exportateurs canadiens, ça a été moins pire que ce qu'on pensait, mais quand même. Euh, Ensuite de ça, ici, j'ai mis la petite grille. Le risque financier, c'est un aspect important les crimes financiers. La première chose que les nouveaux employés à EDC se font dire, c'est que le crime financier est foisonnant, florissant à travers la planète. Puis, EDC, un des grands axes, c'est on veut pas contribuer à ça. Puis pour ça, ben, on doit faire beaucoup de, de, de diligence, d'évaluer les compagnies canadiennes, mais aussi les acheteurs. Puis c'est là que le risque géopolitique, ce qui a été parlé tout à l'heure, le respect des lois, le respect des contrats, des ententes, la guerre. La guerre, c'est pas nécessairement sur les crimes financiers, mais encore là, ça donne beaucoup d'espace par en dessous à la corruption, des choses comme ça. Le cyber-risque, c'est un énorme risque. Euh, Puis c'est ça. Ça fait qu'on a, tu sais, plusieurs étapes où on regarde c'est qui les acheteurs, les exportateurs. On va évaluer
c'est ça, la contrepartie, c'est l'acheteur. Les risques par rapport à l'acheteur, la transaction elle-même, s'il y a des indicateurs de risque, bon, ben là, on va passer à un autre niveau. On a une autre équipe qui va se mêler de ça. Puis toujours surveiller ce qui se passe. Puis quand on voit des choses, euh, réagir rapidement, mais c'est un aspect où effectivement, euh, c'est ça, on passe beaucoup de temps là-dessus. Dans les trucs d'actuaire, l'assurance, j'ai mis en annexe quelques slides qui parlent de plus de détails sur certains des produits d'assurance. Ici, j'ai gardé les principaux, là, mais il y a une grosse partie de ça ici qui est de l'assurance sur on peut appeler ça les comptes à recevoir. La compagnie canadienne exporte un bien ou un service, puis ce qu'on assure, c'est si à l'autre bout, l'acheteur ne paye pas, nous, on va indemniser l'exportateur canadien, puis après ça, EDC est capable d'aller. S'il y a quelque chose à récupérer, potentiellement, on a les reins plus solides, on est capable d'aller. Des fois, il n'y a rien, puis bon. Mais c'est ça, effectivement, il y a certains risques politiques qui vont être assurés dans, euh, dans ça. Puis on passe beaucoup de temps à faire la tarification puis l'évaluation des réserves. L'autre partie que DC fait, dans une transaction, attends, c'est ça, l'écran pour pouvoir voir. Dans une transaction, pour qu'une transaction d'exportation se fasse, il y a plusieurs morceaux. C'est ça, il y a plusieurs. On a des produits pour des plus petites entreprises où le produit est beaucoup plus automatisé, beaucoup plus euh, simple. Euh, puis c'est ça. Dépendamment des produits, il y a des trucs on couvre plus de risques politiques ou moins de risques politiques, puis évidemment, la tarification va avec. Sur les garanties de commerce international, ben, c'est toujours, l'exportateur veut exporter, l'acheteur veut bien acheter, mais la banque de l'acheteur veut s'assurer que l'exportateur va faire ce qui est supposé faire. La banque de l'exportateur veut s'assurer que l'acheteur va payer, puis que la transaction bancaire, comme la banque de l'acheteur est fiable. Fait que tout ce beau monde-là se regarde, puis EDC essaye de se mettre un peu au milieu, puis de dire, OK, on va garantir que ça va bien se passer, que tu sais, tout le monde est fiable, puis ça permet justement aux transactions de se faire. Parce que c'est ça, tout le monde est un peu méfiant. Fait que c'est vraiment, c'est ça, on fournit des garanties comme ça pour que les transactions se fassent. Puis c'est ça, là où l'impact l'analyse du risque géopolitique, où elle va se faire, c'est beaucoup on a un groupe d'économistes qui vont évaluer, qui donnent des codes de crédit au pays. Puis de ça, il y a des codes, on a aussi des modèles qui vont donner des codes de crédit aux acheteurs. Puis les acheteurs, évidemment, la code de crédit, elle tient compte du pays où ils exercent leurs activités, des secteurs d'activité, parce que ça, c'est pas tout égal non plus. En plus des risques qui vont être beaucoup plus spécifiques à l'acheteur. Puis quand on fait l'évaluation actuarielle, on évalue les réserves ou quand on fait pour les états financiers, là, il faut faire les projections des cash flows prévus là, pour la IFRS 17 et toutes ces belles choses-là, qu'on a passé beaucoup de temps à mettre en place. Euh, Fait qu'on développe les fréquences et la probabilité d'avoir une réclamation, des sévérités, le pourcentage des limites de crédit qu'on approuve, qui vont, euh, qu'on va devoir payer. Fait que c'est ça. On développe des modèles par rapport à ça, puis effectivement, euh, les codes de crédit sont ajustés, puis à chaque mois, les économistes envoient des petits messages pour dire, OK, bon, mais tel pays, on a amélioré la cote, baissé la cote, puis ça tient compte de ce qui se passe au niveau économique, au niveau géopolitique. Puis il y a des choses qu'on ne couvre pas. Euh, puis il y a là-dedans, il y a des choses qui changent. Le, on couvrait pas du tout, on n'aidait pas du tout à l'exportation des produits ou services du domaine militaire ou de la sécurité, mais avec
ce qui se passe au sud de la frontière ici, puis le gouvernement canadien a décidé d'augmenter beaucoup ses dépenses du côté militaire, ben là, ça va faire maintenant partie, pas nécessairement, on va pas aider les gens à exporter les bombes et les fusils, mais des trucs plus qui sont vus comme plus défensifs. Là, ADC a décidé de rouvrir un peu. On fait pas de divertissement pour adultes. Puis évidemment, quand le gouvernement canadien dit que, bon, on va pas aider à exporter en Russie, au Bélarus, évidemment, le ADC appartient au gouvernement canadien. Si le gouvernement canadien dit on fait plus ça, on suit. Alors ça, c'est des choses qu'on va pas. Quand les cotes ici, là, ça, c'est quand le risque qu'on évalue, ADC a ses modèles, on évalue le risque. Quand il est critique ou inconnu, unknown, là, on va pas, on fait pas ça. On fait pas ces acheteurs-là. Puis on a aussi, il y a tout un appétit pour le risque qui est défini, où au total, on veut pas passer certaines limites, puis chaque pays, il y a des limites, ou des fois c'est des régions, mais il y a des limites à ce niveau-là. Il y a des limites par secteur d'activité, il y a des limites, ça peut être même certaines grosses entreprises, là, on va mettre des limites sur le total qu'on veut mettre à risque avec une entreprise. Ça fait qu'on a, c'est ça, on met des limites là-dedans. Puis un aspect, je me suis dit, celui-là, quand je suis arrivée à ADC, ça c'était nouveau, j'avais jamais vu ça. Là où la géopolitique rentre en jeu, c'est quand les employés d'ADC doivent voyager. Ben, il y a tout un processus qui est en place. Les pays sont tous classés selon le niveau parce que, ben, c'est ça, ADC, comme employeur, a une responsabilité par rapport à ses employés. Puis là, pourquoi ça veut pas bouger, ça ici? Bon. Fait que, on classe tous les pays. C'est pas de l'actuariat, là, ça c'est juste un autre aspect de ce que ADC fait par rapport à la géopolitique. Mais les pays sont évalués. Puis, ce qui va arriver, c'est si le niveau de risque est 2 ou plus, on a le droit, avant de partir à une séance de briefage sur la sécurité. Puis là, il y a toutes sortes de trucs qu'on doit faire. On doit avoir un service d'accueil à l'aéroport. On ne va pas louer un véhicule, conduire nous-mêmes ou juste même prendre un taxi à l'aéroport. Il faut que ça soit arrangé, puis il faut que tout soit vérifié. Euh, puis il y a tout un rapport sur les incidents de sécurité. Le genre de truc aussi qui m'avait bien surpris quand j'avais commencé à travailler à ADC. Ils avaient expliqué, si tu voyages pour ADC puis qu'à l'aéroport, il y a quelqu'un qui veut vérifier ton ordinateur, prends ton ordinateur puis s'en va dans une salle à côté. Si tu perds de vue l'ordinateur, tu ne l'utilises plus, tu ne l'ouvres pas, tu ne le connectes pas, tu fais rien pantoute, ça devient une brique. Je fais OK. Parce que EDC veut pas, parce que souvent, il y a en plusieurs pays, ils vont installer des logiciels espions, toutes sortes d'affaires qui peuvent infecter les réseaux. Le cyber-risque est un truc très, très important pour EDC. C'est continuellement victime d'attaques. C'est sûr qu'on a plein d'informations commercialement sensibles sur des compagnies canadiennes, mais aussi tous les acheteurs étrangers qu'on a dans nos systèmes. Alors, c'est un facteur très important. Puis l'autre chose que DC fait avec le risque géopolitique, ça, c'est le changement, ce que la présidente de EDC a annoncé. Avec ce qui se passe avec les Américains, ça complique beaucoup. Ça fait que toutes les employés de DC qui travaillent en première ligne directement avec les clients sont très, très, très occupés depuis que le président américain est rentré en fonction, puis il parle de tarifs à tous les 2 jours. Alors, c'est ça. La gestion du risque géopolitique, ben, nous, ADC a ajusté sa stratégie pour, parce qu'effectivement, les États-Unis, c'est notre premier marché d'exportation, mais là, on va diversifier parce qu'il faut.
c'est ça. Fait que c'est les différentes façons où le risque géopolitique, on s'en occupe à ADC. Puis c'est ça, j'ai mis quelques autres pages en arrière, plus de détails sur certains produits, puis la gestion du risque à ADC. Merci Annie. Merci. Et on va passer la parole à Jean-Baptiste. Je partage une seconde. Je pense que c'est bon. Oui, bonjour à tous. Et donc, merci Samuel pour l'invitation et merci vraiment. Je suis ravi de participer à ce colloque international de l'actuariat francophone et je salue tous les francophones de l'Assemblée. Je voulais commencer par un panorama qui est fait par Allianz, qui est un des grands partenaires d'E.ON, sur toutes les familles de risques et qui produit, comme beaucoup d'assureurs, chaque année, des classements de risques. Et donc, on voit numéro 1, les risques cyber, ensuite les risques d'interruption du business, catastrophes naturelles, etc., changement climatique, feu. Et tous ces risques, si on plonge dans le détail, ont une interconnexion avec le risque politique. C'est assez intéressant de voir qu'en réalité, le risque géopolitique est une interconnexion extrêmement importante avec le reste. Et je vous invite à télécharger ce rapport, également à regarder les rapports des autres assureurs pour voir ce sujet. Je voulais passer au slide suivant pour un bref panorama des risques politiques en écho avec un petit peu tout ce que vous avez déjà dit, mais on est vraiment ces diagnostics que l'on voit et que l'on publie chez E.ON chaque année. On est sur un monde à deux vitesses qui tend à s'opposer frontalement. Alors aujourd'hui, on a un panel qui est représentatif de ce monde, avec beaucoup de nationalités différentes. Mais on a un bloc, on va dire, monde occidental, États-Unis, Europe. L'année 2024, c'était une année de grandes élections, avec des conséquences que l'on voit aujourd'hui, des élections en Inde, des élections aux États-Unis, des élections Union européenne. Énormément de pays étaient amenés à aller aux urnes. Et donc, on voit voilà, toutes les conséquences actuellement. On a des économies développées qui sont largement divisées. Il suffit de regarder aux États-Unis la division en interne du pays. Ce qui se passe en France actuellement, on est assez ébahi. Il y a un sujet qui revient systématiquement et où qu'on soit, c'est les ingérences étrangères qui sont systématiques. Ingérence dans les élections, dans les pays de l'Est, ingérence en Europe, ingérence aux États-Unis, etc. Et ça, c'est notamment du fait du cyber et de la concentration du monde cyber et du monde sur lequel on vit. Et on a une attitude que quasiment tout le monde a noté aujourd'hui, c'est extrêmement offensive des US sur des sujets comme le Panama, le Canada, le Groenland, les droits de douane qui ont touché tout le monde, la Chine. Et donc vraiment cette attitude très belliqueuse et très offensive, ils en ont été à publier un énième décret pour renommer le ministère de la Défense le ministère de la Guerre. C'est dire si cette pression est forte, cette pression géopolitique. Et donc, vous avez un autre bloc qui est les pays émergents, où on va dire que tout le monde, enfin, tous les pays émergents assument de rejoindre les BRICS. Les BRICS, vous connaissez, c'est un mouvement qui a été créé en 2009, qui regroupe donc Brésil, Russie, Inde, Chine. Le S, c'est South Africa. Donc voilà, ces 5 pays, et qui ont été donc rejoints par l'Arabie Saoudite, par l'Égypte, par les Émirats Arabes Unis, par l'Éthiopie, par l'Iran. Et aujourd'hui, beaucoup de pays se pressent au portillon pour rejoindre ce bloc, pour créer un contre-pouvoir. On parle de l'Algérie, de l'Indonésie, le Nigeria, qui sont des pays extrêmement peuplés, le Mexique, la Turquie, le Bangladesh, enfin des pays très divers. On parle du Kazakhstan, de la Thaïlande, du Sénégal, de la Bolivie, etc. Donc, vraiment un contre-pouvoir et ce fameux sud-sud dont on parle de plus en plus.
Et tous ces pays ont des économies qui sont plus réactives que certaines économies vieillissantes et ont des problématiques très différentes. Et donc, on voit ces deux mondes qui s'opposent forcément. Et en parallèle de tout ça, vous avez des terrains de guerre très concrets dont on a parlé, donc Israël, Gaza, Iran, Liban, qui aurait imaginé que Israël irait jusqu'à survoler et frapper le Qatar pour avoir des cibles extrêmement fortes. Enfin, on tombe un peu de notre chaise à chaque nouvelle. Et on reviendra un peu plus tard sur le franchissement des lignes rouges pour expliquer que, en fait, le franchissement des lignes rouges, Samuel, vous disiez en introduction, les signaux noirs qui sont fréquents, bah, ce franchissement de lignes rouges qui paraissait inimaginable devient fréquent. Voilà. Et donc demain, bah, la Chine, Taïwan, encore des perturbations du monde qui paraîtraient complètement surprenantes et en réalité qui vont se dérouler, pas tranquillement, mais en tout cas avec une réalité. On peut passer au slide suivant où j'ai repris un top 5 des risques d'un cabinet qui s'appelle Contrôle Risque, qui est un cabinet de gestion de crise avec qui on travaille beaucoup, notamment sur les sujets de kidnapping et rançon, et qui, fin 2024, début 2025, avait établi un top 5 des risques. Et je vous invite à consulter sur Internet ce top 5, qui est assez bluffant parce que tous ces événements se sont vraiment réalisés. Donc, Donald Trump était élu, tout juste élu, et ce rapport parle des États désunis d'Amérique. Donc, c'est un jeu de mots que j'ai traduit de l'anglais qui s'appelle Uncertain State of America, donc USA, mais avec la blague de uncertain. Mais en réalité, c'est complètement ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation de risque qui est monumentale pour les entreprises qui ont des interactions avec les États-Unis. Une polarisation extrêmement forte, une réglementation qui est omniprésente et des entreprises qui sont obligées de s'adapter rapidement pour défendre leurs intérêts dans un contexte de changement extrêmement imprévisible. Ensuite, on a donc le fameux franchissement des lignes rouges. Donc, ces lignes rouges, c'est des lignes sur lesquelles on n'allait jamais. Donc, on voit des attaques directes entre Israël et l'Iran et leurs alliés régionaux, qui sont devenus complètement normalisés. Alors qu'avant, c'était considéré comme des lignes rouges à ne jamais franchir. Le 13 juin, juste avant l'été, des frappes massives d'Israël sur le programme nucléaire iranien. Qui aurait imaginé qu'en quelques jours, il y aurait des frappes tellement massives. Voilà. En Europe, on a une guerre en Ukraine qui n'en finit pas et dans laquelle de nombreuses lignes rouges ont été franchies. Évidemment, on parle d'une invasion et d'occupation d'un territoire, de beaucoup de trafic d'armes et de transfert d'armes vers l'Ukraine, de violations d'espace aérien, de crimes de guerre, de frappes longue distance, de centaines et de centaines de drones qui viennent s'abattre sur des installations civiles et militaires, jusqu'à frapper le gouvernement de Kiev cette semaine. Donc voilà, et chaque frappe entraîne des réponses qui sont en réalité assez faibles ou assez tardives de la communauté internationale, ce qui encourage à normaliser ces frappes. Et si on passe sur le continent asiatique, il y a des points de tension qui sont dormants depuis la guerre froide et qui sont extrêmement, qui provoquent énormément de tensions. Des exercices militaires dans le détroit de Taïwan, des provocations ponctuelles entre les deux Corées, des accrochages maritimes en mer de Chine méridionale. Voilà, encore une fois, c'est ce franchissement de ligne rouge qui fait que voilà, il y a un risque d'escalade extrêmement fort et un jour un risque d'accident qui pourrait provoquer un dérapage absolu. Voilà. La guerre commerciale globale, je pense que je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que notre collègue de DC, notre confrère de DC, on a largement parlé. C'est un énorme sujet et ça a été
Donald Trump et le monde entier a été occupé par ce sujet. Un sujet qui nous concerne énormément, c'est la montée des violences politiques. Voilà, en France, pour ceux qui habitent en France ou qui regardent la France, on est à la veille d'un grand mouvement social. Et certains parlent de gilets jaunes bis, voilà, d'autres choses. Il y a une énorme incertitude autour de ce sujet. Mais je dirais que c'est aussi le résultat d'une société, et partout dans le monde, qui encourage, qui tolère, voire encourage cette violence. Ça va de dirigeants politiques qui utilisent un vocabulaire très guerrier, et donc qui légitiment cette violence. Si on fait un parallèle avec l'éducation, hein, quand des parents utilisent un vocabulaire violent, on n'est pas très surpris d'avoir des enfants qui utilisent ce même vocabulaire. Voilà. Et donc, on peut faire un parallèle avec ce sujet où les populations deviennent de plus en plus violentes et légitiment le recours à des conflits armés, enfin, en tout cas de la violence, pour légitimer leur combat. Et tout ça, évidemment, est exacerbé par le sujet de toute la radicalisation en ligne, toute la concentration des nouvelles technologies où des mouvements peuvent naître sur des réseaux sociaux. Et donc, on l'a vu, c'est la naissance de grands mouvements de contestation. Et ensuite, et enfin, la concentration du monde numérique auprès d'un nombre extrêmement faible d'acteurs. Donc, on parle de Twitter, de Facebook, d'Amazon, de Google, de tous ces énormes entreprises qui sont en réalité un très petit nombre d'entreprises et qui concentrent l'ensemble du flux d'informations, tout comme des câbles sous-marins concentrent l'ensemble du flux de transmission. Eh bien, aujourd'hui, on est extrêmement surpris, ou en tout cas, on se fait surprendre en se disant que les salaires de nos militaires en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc., sont tous sur Amazon Cloud. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet de souveraineté. Pas de jugement derrière tout ça, mais en tout cas, un vrai constat de souveraineté. Et donc, la conséquence pour les entreprises, c'est une perte, ou un risque de perte de contrôle sur leurs actifs critiques, des pannes globales, comme on a pu voir en Espagne un petit peu avant l'été, où conjonction d'un grand nombre de facteurs fait qu'il y a un blackout total sur un ou deux pays, ce qui est le Portugal aussi. Voilà. Et d'où l'utilité et l'urgence pour les entreprises de renforcer leur agilité. Je vais vous parler un petit instant des outils d'analyse du risque politique. Pour parler en premier de la risk map d'E.ON, vous tapez sur Google, encore eux, risk map Aon, et vous allez tomber sur ce portail qui est libre d'accès une fois qu'on s'inscrit. Vous aurez des newsletters pas trop intrusives. Et vous aurez surtout accès à ce portail qui donne un état, un point de vue, on va dire, d'un grand courtier anglo-américain du risque pays. Donc, c'est assez intéressant, c'est un point de vue comme un autre, et qu'il faut confronter avec d'autres sujets. Mais ce qui est intéressant, et compte tenu de vos qualifications d'actuaire, je trouve que c'est intéressant d'expliquer comment ces ratings sont construits. Ces ratings, ils sont construits par la somme savante, forcément, énormément d'indices qui sont les composants du risque politique. Et comme Pierre l'a indiqué au début, en indiquant les différents modèles, nous, on a choisi un modèle en additionnant des critères. Ce qui est intéressant, c'est qu'en allant sur ce site, vous pouvez isoler ces critères et dire, voilà, moi, je voudrais voir le risque d'ingérence politique. Je voudrais voir le risque de perturbation de chaîne géopolitique, logistique, le risque de non-paiement souverain, le risque de transfert de devises, le risque juridique réglementaire, le risque de violence politique, le risque d'environnement des affaires, de corruption, etc. La solidité ou la vulnérabilité du système bancaire, la capacité d'un gouvernement à fournir des mesures de relance. Voilà. Et donc, on vient agréger tous ces indices pour en donner un indice risque pays, voilà, qui vaut ce qu'il vaut, puisque, évidemment, l'Est de l'Ukraine n'est pas l'Ouest de l'Ukraine, et idem pour le Maroc, etc., ou pour le Brésil.
mais disons que c'est un critère qui vous permet de construire votre propre modèle en l'agrégeant avec un certain nombre d'autres indices. Donc, nous, on vous encourage à créer vos propres indices et utiliser d'autres sources d'informations. EDC, l'agence de crédit publique canadienne, publie ses indices. E.ON publie ses indices. D'autres assureurs, des assureurs publient leurs indices. Et donc, si on saute un slide, on peut aller sur d'autres outils d'analyse du risque politique. Donc, Samuel, pardon, encore le slide suivant, qu'on utilise assez souvent, qui sont les risk maps ou les cartes d'indice d'assureurs crédit, donc comme Allianz Trade, comme Coface, comme les indicateurs du World Economic Forum, auquel l'assureur Zurich participe. Vous avez la risk map de contrôle risque, qui est très intéressante et qui est assez actuelle sur des sujets plus sécuritaires. Vous avez donc l'assureur crédit Atradius qui publie également des indices. Un indice qui est intéressant, c'est l'indice de perception de la corruption, qui est publié par Transparency International. Également International SOS, qui publie avec beaucoup de précision des états de risque plutôt sûreté et médicale. Voilà, donc ça c'est des sujets qui sont intéressants pour, encore une fois, construire votre propre indice avec votre prisme et vos attentes. Et je voudrais juste finir par une conclusion un petit peu sur le sujet assurance et de ce qu'un courtier fait et le marché de l'assurance fait sur ce risque politique. On va le diviser en 3 piliers principaux. Le premier, c'est le risque de l'investissement à l'étranger, ou le risque de l'investissement. L'objectif, c'est de protéger ses actifs et ses investissements en couvrant les dommages, les pertes d'exploitation ou éventuellement même la valeur de l'investissement contre des mesures de confiscation, expropriation, nationalisation, abandon forcé, violence politique. Alors, vous êtes une entreprise agroalimentaire, vous investissez il y a une vingtaine d'années en Ukraine, qui est un pays complètement en croissance, en pleine croissance. Et 15 ans, 20 ans après, on se retrouve dans des difficultés extraordinaires et qui font que peut-être que certains industriels, certaines grandes entreprises vont abandonner leur actif ou vont devoir le céder à pas cher parce que inopérant. Voilà. La partie contrat, donc, qui a été décrite chez EDC, c'est comment est-ce que moi qui vends des avions de combat ou des systèmes électriques, des grands pylônes ou des transformateurs, à l'étranger, je me prémunis du risque de non-paiement de la part d'un acteur public. Voilà. Et enfin, le risque qui va toucher les personnes, les individus. L'objectif, c'est de protéger les collaborateurs et l'entreprise, notamment les voyageurs, contre les risques de kidnapping, de détention, d'extorsion, de menaces, etc. Donc là, c'est une réponse plus opérationnelle que financière, où les assureurs vont, à la manière d'un assureur automobile qui va vous envoyer un garagiste, là, va envoyer un garagiste, mais un peu plus musclé, pour vous aider à gérer une situation compliquée dans un pays lointain. Et donc, on s'en est fait une spécialité. Voilà sur les solutions d'assurance que j'étais ravi de vous présenter. Merci Jean-Baptiste. Et maintenant, Géraud va nous parler plus de réassurance. Exactement. Alors, je vais tenter le partage. Hop là. Hop, hop, hop. Superbe. Ça va être mieux comme ça, non? Ouais. Et c'est parfait. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Donc déjà, merci aux précédents intervenants. C'est toujours intéressant d'avoir des axes d'analyse différents. Je vais essayer à mon tour de vous en apporter un autre. Je vais avoir la chance de clôturer cette série de présentations en vous apportant un axe d'analyse différent qui est celui du réassureur, donc qui est moins granulaire. Ce qui est important, c'est que dans cette présentation, moi, j'ai parlé uniquement des contrats d'assurance qui couvrent les risques politiques dans le cadre d'exportation ou d'investissement à l'étranger. Donc, si on reprend, c'était une parfaite transition. Merci Jean-Baptiste. Si on reprend la slide que tu as présentée
précédemment, c'est vraiment les deux parties de gauche, investissement et contraint. Ça ne va pas du tout être ce qui est kidnapping ou même les polices de type SRCC qu'on trouve dans les polices de mage. Moi, c'est vraiment un focus sur des contrats d'assurance spécifiques dans le cadre d'exportation et d'investissement à l'étranger. Donc, c'est pour cette raison que les parties assurées qu'on va retrouver dans ces types de contrats d'assurance et des investisseurs, des multinationales, des prêteurs, c'était mentionné tout à l'heure par Annie, me semble-t-il, les banques vont faire des prêts. À un moment donné, la banque va vouloir se protéger contre le risque d'impayé, que ce soit de la part de l'entreprise elle-même, mais aussi du fait d'actes géopolitiques qui peuvent survenir sur cet investissement. Et la banque, au lieu d'inscrire dans son bilan un risque commercial, entre guillemets, de crédit commercial et un risque politique, va inscrire le rating de l'assureur. Donc, en termes de capital, c'est quand même plus intéressant pour la banque. En termes de péril couvert, qui ont déjà été mentionnés avant, je ne vais pas passer trop longtemps dessus, mais on retrouve les principaux. Donc, alors CEND, c'est confiscation, expropriation, pardon, nationalisation et déprivation, c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement d'un point de vue réassureur. L'inconvertibilité de devises, quand une entreprise veut sortir des devises d'un pays et qu'il n'est pas obligé de passer par la banque centrale, que la banque centrale n'accepte pas, c'est ce qu'il y a eu notamment au Venezuela ou en Argentine qui sont assez spécialistes de ce genre de pratiques. Les violences politiques, donc que ce soit de la guerre, du terrorisme ou des émeutes. Le non-honoring d'obligations souveraines, donc ça c'est le risque souverain, c'est quand un État refuse de payer, c'était mentionné précédemment dans la catégorie contrat par Jean-Baptiste. Donc que ce soit une entité semi-publique ou vraiment un État. Alors il y a toujours le risque j'ai mentionné le risque de crédit d'obligor, donc quand c'est une entreprise privée, parce que certes on parle de risque géopolitique, mais quand une entreprise doit exporter et qu'elle fait un emprunt, ben, on peut être confronté aussi au risque de non-remboursement de cette entreprise, tout simplement du fait de la défaillance de cette entreprise pour une mauvaise gestion financière. Donc c'est quand même un péril qu'on retrouve dans ce type de couverture d'assurance. Alors, les caractéristiques des transactions, toujours de notre point de vue d'assureur moins granulaire, de réassureur moins granulaire. Alors, c'est pas placé par ordre d'importance, donc je vais pas commencer par les premiers. Nous, ce qui nous intéresse déjà d'avoir, ça va être bien entendu les pays de la localisation, ou quel pays c'est exporté, d'avoir les périls qui sont couverts, les limites par péril, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, même si dans la plupart des cas, c'est quand même les mêmes limites par péril, c'est pas systématiquement le cas. La duration de la transaction en question, toujours l'obligor si jamais il s'agit d'une transaction qui concerne une entreprise. L'assuré, ça peut être intéressant pour ajuster nos paramètres, notamment si on a des assurés du type MIGA, qui est le multilatéral de la Banque mondiale. Alors pourquoi? Parce qu'on remarque historiquement que quand MIGA va soutenir un projet, en général, les pays vont pas faire n'importe quoi. Donc le risque que ce projet, cette transaction soit impactée est amoindri. Donc dans certains cas, avoir la vision de l'assuré, c'est quelque chose aussi qui nous permet de pouvoir ajuster un peu notre analyse. Et pareil pour le type de transaction. Alors encore une fois, nous d'un point de vue réassurance, c'est toujours délicat d'aller vraiment dans le détail. Mais on peut imaginer que selon le type de transaction et selon la période, le blé, il n'y a pas longtemps, c'était peut-être plus explosé que d'autres matières, mais ça peut aussi rentrer en compte dans l'analyse de ce qu'on va réaliser. C'est toujours intéressant pour nous de l'avoir. Les facteurs de risque, je ne vais pas revenir dessus, mais on a bien entendu voilà, tout ce qui a été cité jusqu'à présent, qui vont constituer le risque pays, le risque géopolitique. Donc, est-ce que c'est un pays où il y a une stabilité, comment il se comporte envers les investisseurs étrangers, quel est le niveau de conflit armé, les réserves de change, etc. On garde toujours la santé financière de l'obligor. Encore une fois, si jamais on est dans le cadre d'une transaction où il y a une entreprise privée sur laquelle on porte les risques. Mais voilà, en termes de risque géopolitique, on retrouve un peu tous ces facteurs de risque qui ont été mentionnés précédemment. Alors, pour estimer ces facteurs de risque, encore une fois, merci Jean-Baptiste, parce qu'il a montré tout un panel de ratings qui sont proposés par des assureurs ou des organismes. Alors, il y en a un autre qu'on aime bien aussi, qui est celui de Credendo. Credendo, qui est l'Export Credit Agency de l'État belge.
Alors, pourquoi j'ai voulu la mentionner? Pour plusieurs bonnes raisons. La première, c'est qu'en fait, ce système de rating, il sert de base au modèle de notation des pays de l'OCDE, qui est utilisé pour la tarification par les ICA. Donc, on peut dire qu'il est un peu estampillé, validé par l'OCDE. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rassurant qu'on veut un système de rating pertinent. Attention, les autres le sont aussi. Ce qui est intéressant aussi dans ce système de rating, c'est qu'il a une granularité qui est assez intéressante par rapport au péril que j'ai nommé avant. Déjà, il y a une distinction entre le court terme, moyen terme, long terme. Et on retrouve bien les principaux risques que nous, on voit d'un point de vue réassureur, avec les violences politiques, les risques d'expropriation et l'inconvertibilité de devises. Et ce qui n'est pas neutre aussi, mais c'est comme les autres qui ont été cités précédemment, c'est qu'il est très facile de récupérer directement sur le site de Credendo. Sur Google, vous tapez juste échelle de rating pays Credendo et on peut télécharger un fichier Excel qui fournit tous les ratings de tous les pays ratés par Credendo. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans la façon dont on approche ces risques géopolitiques en réassurance. Alors, avant de parler brièvement de l'analyse technique d'un point de vue actuariel, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes pour nous. C'est en premier lieu la structure organisationnelle de la cédante. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même de risques très spécifiques. On ne souscrit pas, comme vous pouvez l'imaginer, des risques politiques comme on va souscrire du dommage aux biens, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment avoir une équipe de souscription spécialisée, dédiée dans la souscription de ce type de risque. La souscription, c'est un aspect, mais il y a aussi la gestion des sinistres, la compliance. Donc, pour nous, ça va être important de s'assurer que notre client, l'assureur, a une équipe dédiée pour analyser tout ce type de risque, que ce soit d'un point de vue, encore une fois, souscription, suivi des risques, compliance, wording et juridique. On gère pas un sinistre risque politique comme on gère un sinistre trait de crédit assurance, même si c'est assez proche, ça reste quand même assez différent. Les durations sont totalement différentes. Donc voilà, c'est quand même important d'avoir à tous les niveaux, je dirais, des équipes spécialisées. Ensuite, pareil, alors ça a été mentionné, je crois que c'était par Annie, sur tout ce qui est non couvert. Donc, c'est important, à la fois pour l'assureur, mais aussi pour le réassureur, que les polices et les wordings de réassurance donc, soient bien définis, que les exclusions soient bien mentionnées. Et ça permet de fixer un cadre qui est quand même important. Alors, ce cadre, il va nous permettre, nous, réassureurs, de faire rentrer en général, on va dire 95% du portefeuille que l'assureur veut couvrir. Sur les 5% restants, je prends un exemple, il va avoir une limite de 10 millions par transaction, il a une limite à 12 millions, ça va passer par ce qu'on appelle une acceptation spéciale, donc il va pouvoir quand même la faire rentrer dans ce portefeuille. Mais c'est important parce que ça nous permet de fixer des limites par transaction, par obligor, pour être certain de ne pas dépasser certains cumuls, par pays. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est s'assurer que tout ce qui est sanction clause, par exemple, s'assurer que tout ça c'est bien rédigé, ça nous permet de fixer un cadre et d'un peu protéger ce qu'on ne peut pas toujours bien anticiper. Ensuite, ce qui est important, donc ça rejoint un peu le premier point de la structure organisationnelle. Donc, on va peut-être plus parler de l'humain, mais aussi des outils. Parce qu'il faut que l'assureur soit capable de suivre son risque et de nous le communiquer. Nous, ce qu'on va attendre de l'assureur, c'est qu'il soit capable de idéalement, de nous communiquer trimestriellement les expositions qu'il a. Bon, c'est plutôt semestriellement que trimestriellement. Mais sachant que sur ces expositions, donc c'est ligne à ligne chaque transaction et pour chacune des transactions, les caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure, l'obligor s'il y en a un, le pays, le type de transaction, le détail par péril et les limites par péril. Donc, il faut que l'assureur ait les outils pour nous communiquer de façon assez régulière quand même ces expositions, puisque nous-mêmes, de notre côté, on a des engagements, on a des plafonds de garantie qui sont définis en interne jusqu'auxquels on peut s'engager. Donc, c'est important pour nous de savoir à combien on est engagé sur chacun transaction, obligor, pays. Et ce qui est important aussi, c'est que il y a
beaucoup de syndication dans ce type de business. Et ça va nous permettre, nous, de pouvoir identifier un assureur A qui est sur une transaction précise, si un assureur B qui est également sur cette transaction précise, de pouvoir recouper et, si besoin, en cas de problème, de pouvoir faire une estimation rapide du loss potentiel. Ensuite, c'est un peu les blocs qui vont concerner l'analyse technique qu'on va faire. Alors, dans cette analyse technique, nous, on va prendre en compte, on va analyser justement tout ce qui est le risque pays via les différentes échelles de rating qui ont été mentionnées précédemment. On va prendre en compte, bien entendu, les périls couverts, les limites de duration, etc. Et on va estimer la perte moyenne attendue sur le portefeuille pour faire l'estimation de la profitabilité attendue, donc qui est un des éléments de la décision de souscription ou pas. Alors ça, c'est la perte moyenne, c'est bien entendu intéressant, mais c'est pas le seul élément qu'on va regarder. Ce qui va nous importer aussi, c'est d'essayer d'estimer quels peuvent être les événements extrêmes. Et donc là, c'est là où la diversification a aussi son importance. Alors j'ai une slide justement après, voilà, pour essayer de schématiser un peu tout ça. Parce que, alors là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre deux portefeuilles pour lesquels on a une perte moyenne attendue qui est équivalente, qui est la même. Par contre, on voit très bien que le portefeuille 2 est beaucoup moins diversifié que le portefeuille 1. Et quand on regarde la distribution de pertes qu'on obtient, quand bien même la moyenne est exactement la même, on voit bien que sur les différentes périodes de retour, alors là j'ai dû schématiser à 50 ans et à 200 ans, le loss ratio qu'on obtient sur ces pertes qui commencent à être des événements extrêmes, des 100 ans c'est clairement extrême, sont totalement différentes. Ce qui fait que le portefeuille 2 va être beaucoup plus pénalisé d'un point de vue allocation de capital. Et donc, nous, en termes de profitabilité attendue, ça sera forcément moins important. Donc, ça a été mentionné tout à l'heure, l'importance de la diversification. Alors, ici, elle est géographique, mais elle est bien entendu sectorielle. La duration aussi peut avoir un impact, hein, toute chose égale par ailleurs, si on a un portefeuille qui a une duration moyenne de 3 ans versus un qui a 7 ans, on pourrait imaginer avoir la même perte moyenne attendue, mais en termes de capital qu'on va devoir allouer, forcément, celui à 7 ans en moyenne va être plus pénalisé, donc une profitabilité attendue moins intéressante. Donc j'ai fini ma présentation. Donc d'un point de vue assurance, encore une fois, ce qui est important, c'est que nous, du fait de cette vision moins granulaire qu'on peut avoir en tant que créassureur, puisqu'on va souscrire tout un portefeuille d'un coup, on ne peut pas se permettre de rentrer dans le détail, c'est déjà de s'assurer que l'assureur qui veut nous céder son portefeuille est équipé pour aller souscrire ses risques, est équipé pour nous communiquer les informations importantes. Et ensuite, on va certes s'intéresser à la perte moyenne qui est l'élément de base, mais encore une fois, aller s'intéresser à tous ces événements extrêmes qui peuvent impacter pour que ce soit pris en compte dans l'analyse du risque et la profitabilité attendue. Voilà. Merci à tous les quatre. Donc, on va prendre des questions du public. Il y en a une première, une question, c'est général, mais les risques politiques sont-ils prévisibles, quantifiables? Donc, on en a parlé depuis le début, mais à quel point ils sont réellement quantifiables? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Moi, je veux bien tenter, allez. Vas-y. Arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Alors, quantifiable, on se doit de les quantifier. On n'a malheureusement pas le choix. Après, alors, d'un point de vue actuaire, je dirais, c'est où on place l'expected loss de la volatilité. Donc, c'est sûr que c'est là que c'est peut-être un peu délicat. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue technique, si on compare cette branche à des branches qui sont assez proches, entre guillemets, on reste sur du non-paiement, on va dire, donc qui sont l'assurance crédit et la caution. On va observer une volatilité plus importante sur ce type de péril où la dominante risque géopolitique est plus importante, par nature du risque, mais aussi parce qu'il y a cette incertitude, justement. On est conscient qu'il y a plus d'incertitude dans nos paramètres par rapport aux paramètres qu'on va utiliser sur d'autres types de business. Donc bon, voilà, ça ne répond peut-être pas tout à fait à la question, mais c'est sûr que la volatilité associée à ce type de péril est plus importante. Et donc, je reviens sur ce que je disais juste avant, l'allocation de capital est en général plus importante sur ce genre de risque parce qu'il y a plus d'incertitude. Quelqu'un veut
compléter. Ouais, Euh, un petit peu. C'est pas comme quand on assure des exportateurs canadiens qui exportent aux États-Unis, c'est pas qu'on a quantifié pour qu'on est capable de prévoir ce que le gouvernement américain va faire, là. Ça change aux 2 jours, on sait pas ce qui va se passer. C'est plus, euh, c'est ça, c'est le risque lié aux transactions. Oui, il y a beaucoup plus d'incertitudes, puis ça va paraître dans la tarification éventuellement, mais c'est ça, c'est ce que le géopolitique fait à la transaction qu'on doit quantifier. On a une autre question sur l'impact des risques climatiques et du changement climatique sur les risques géopolitiques. Je pense que c'est une vraie question fondamentale. Qu'est-ce qui Ouais. veut... Je veux bien apprendre, si Oui. vous voulez. Ça rejoint un petit peu le panel du début, c'est-à-dire que Mm. les risques politiques sont la conséquence de plein de choses, ou la cause de plein de choses, mais il y a cette question sur la capacité des gouvernements ou de la planète, hein, à gérer ou à anticiper les risques climatiques. C'est clair que aujourd'hui, les conflits que l'on voit poindre sont pour beaucoup la conséquence du réchauffement climatique, migration, déplacement de population. Ça peut être aussi la fragilisation des États qui tout d'un coup n'ont pas été en mesure de financer le changement climatique et donc qui sont fragilisés par la perte d'emploi, la montée du terrorisme ou des coups d'État d'origine populiste. Donc, pour moi, il y a un énorme lien entre le changement climatique et le risque politique. Et les États, pour durer et pour apporter de la stabilité, doivent aussi s'atteler fortement au sujet du changement climatique. Quelqu'un veut compléter? Non. Il y a une question aussi sur, ça a peut-être été dit dans les présentations, mais sur la réactivité et sur la façon dont comment dire, vous ajustez les ratings des pays et vos cartos. Comment dans les faits vous gérez ça en fait? Les changements soudains, comme Anis venait de dire, de certains pays qui du jour au lendemain changent de politique. Comment ça c'est géré dans vos ratings en fait? Ça va être beaucoup une bonne partie du travail que le groupe d'actuariat fait avec les produits d'assurance, c'est on doit quantifier le capital qui va être alloué au portefeuille par produit d'assurance, puis après ça, il faut l'allouer par transaction. Puis c'est ça, il va y avoir, on va quand il y a des changements soudains, ben la première chose risque de faire, c'est OK, on va augmenter le capital alloué, on va rajouter un montant là, en attendant de voir comment ça va tout euh, transpirer par après. Tu veux compléter? Non. Euh, il y avait, attendez, j'ai une question. Il y a une question pour vous, Annie, sur comment, enfin, la rentabilité financière de DC. En fait, vous êtes, enfin, comment vous fonctionnez en fait de C'est ça, structure? c'est ça, le capital initial, il y a 80 ans, a été fourni par le gouvernement canadien. Puis avec ce capital-là, EDC fait des prêts, souscrit des contrats d'assurance. Les revenus maintenant, là, les revenus d'EDC proviennent des primes qui sont payées par les exportateurs canadiens, ou viennent quand il y a des prêts, évidemment, les intérêts qu'on reçoit sur les prêts. Ça, c'est la source de revenus. On n'a pas de subvention du gouvernement canadien pour faire ça. Là où
Puis le mandat de DC est clairement défini dans une loi du Parlement canadien. Mais c'est arrivé au début de la COVID où le gouvernement nous a demandé d'élargir notre champ d'action, de prendre. Le mandat a pris beaucoup d'expansion. Ils nous ont demandé d'aider aussi, parce qu'on avait les mécanismes en place, ils nous ont demandé d'aider des entreprises canadiennes qui n'exportent pas ou d'augmenter beaucoup notre appétit de risque. Fait que pour ça, ils nous ont donné un montant de capital de plus pour qu'on puisse étendre pour aider les entreprises canadiennes. Puis là, la même chose avec les histoires de tarifs, là. Euh, Parce que c'est principalement du côté des prêts où, ben, si on a accordé un prêt à une entreprise, puis ça se trouve à exporter aux États-Unis, puis elle s'attendait, tu rembourses le prêt avec les revenus que tu vas chercher dans ton exportation. Si tu réussis pas à exporter parce que soudainement il y a des tarifs, puis que tu as beaucoup moins d'acheteurs, ben là, tu vas avoir de la misère à rembourser ton prêt. Alors, le gouvernement nous a donné un gros montant d'argent hein, pour aider les entreprises canadiennes à passer au travers de ça, pour réétaler les prêts, réajuster, c'est ça, gérer ça. Puis, mais comme le capital qu'on a eu pour la pandémie, on l'a tout retourné au gouvernement canadien. À mesure que, bon, la situation s'est estompée, l'argent a été remboursé, mais on a tout remboursé ça. Alors, la rentabilité, c'est vraiment, les revenus de DC viennent des exportateurs canadiens. D'accord, merci. Est-ce qu'il existe des techniques alternatives de couverture, comme des cat bonds qui couvrent du risque géopolitique? Présentement, pas à ma connaissance. C'est sûr que ça pourrait être intéressant à étudier, mais je ne pense pas. Non, ok. Il y a une question très actuarielle. Géraud, je pense que tu seras heureux d'y répondre. Les actuaires utilisent souvent les copules pour modéliser les dépendances entre différents risques. Penses-tu qu'on pourrait utiliser cette approche au risque géopolitique? Alors, oui, nous, c'est exactement ce qu'on fait dans notre modèle de tarification. Nous, on détermine l'expected loss, donc merci pour la question. Et on a justement un système de copules qui est pris en compte ensuite pour aller agréger les distributions. En fait, on détermine les expected loss sur chacune des transactions qu'on a du portefeuille de la cédante. Et ensuite, on a un système d'agrégation via des copules qui va aller agréger toutes ces distributions d'expected loss pour obtenir la distribution finale du portefeuille. Bien. On a encore le temps pour une question. Encore pour Annie, en fait. Comment vous abordez en fait le risque de corrélation entre le risque géopolitique et les secteurs stratégiques qui peuvent être, où sont actives les entreprises que vous pouvez accompagner dans l'exportation, dans les exportations? Il y a une partie qui est l'appétit pour le risque qui est défini par le conseil d'administration. On doit regarder au travers de plusieurs façons de regarder toute l'exposition au risque qu'on a. Puis effectivement, on va regarder par pays, par secteur, des fois ça peut être même certains sous-secteurs. Euh, Puis l'appétit pour le risque va être la grosseur des transactions, mais ça va aussi aller jusqu'à quand on calcule le capital requis pour les prêts puis les contrats d'assurance qu'il y a, on regarde, puis on va faire les totaux en combinant l'exposition au niveau des prêts et l'exposition aux produits d'assurance pour être ça. Parce que si tu oublies de mettre les choses ensemble, il va te manquer un bout, là. Euh, Puis c'est ça, on va agréger les choses pour voir, bon, ben, telle entreprise, OK, on a des prêts là, puis là, puis là, puis là, on a d'autres choses, puis on va effectivement, puis dans certains cas,
on a des entreprises spécifiques où on fait nos calculs de capital, puis après ça, on regarde, surtout quand on a un portefeuille qui est pour, mettons, les garanties commerciales. C'est assez semblable, excepté deux trucs qu'on fait qui sont beaucoup plus gros. Mais là, on calcule le capital, puis après ça, on a une espèce de risque un morceau pour la concentration de risque. Parce que si ça flanche, tous nos scénarios, quand on fait nos distributions stochastiques, tous les scénarios qui sont le 99, 9,5, puis toutes les choses très mauvaises, ben ces deux-là, ils sautent. Parce que c'est ça qui fait que c'est des scénarios qui sont très mauvais pour EDC. Alors, on va rajouter, on a développé un modèle pour rajouter un montant de capital pour ces concentrations-là. S'assurer que, puis on va le faire par secteur aussi, justement parce que l'exposition à un secteur particulier, ça peut sérieusement entamer notre capital. Allez, il y a une dernière question qui vient d'arriver, et ça sera la dernière. Le risque géopolitique est souvent considéré comme non diversifiable. Pensez-vous qu'il faudrait un cadre réglementaire qui oblige les assureurs à rendre explicite l'impact de leurs hypothèses dans les calculs de capital et de provision? Et vous avez 2 minutes, donc. Dans les chiffres qu'on fait trimestriellement, ben, IFRS 17 dit que l'impact dans les notes, là, il faut mettre les hypothèses clés, l'impact, la sensibilité des résultats à des fluctuations de ces hypothèses-là, là. Alors, nous, c'est ça qu'on fait, là. Mais c'est vraiment plus la sensibilité si les fréquences sont 10% plus hautes, 10% plus basses, les sévérités, le taux de change. C'est une affaire pour EDC parce que beaucoup, beaucoup de nos transactions sont en dollars américains. Mais c'est ça. S'il y a des hypothèses majeures, on va en parler là. Mais c'est ça. D'accord. Juste un point non diversifiable, je trouve ça un peu dur parce que le printemps arabe est un triste exemple. On a bien vu qu'effectivement, ça peut être concentré sur une région, mais justement, si on est aussi, si on a aussi des investissements en Amérique latine, ce qui s'est passé sur le printemps arabe, qui est de la violence politique, a eu d'impact uniquement dans cette région. Donc, il y a quand même un phénomène de diversification qui va se faire, à la fois sur le type de péril couvert et au niveau de la géographie. Après, je pense, et je rejoins ce que disait Annie, je pense que de toute façon, tout ce qui est S2 et même les commissaires aux comptes, je pense qu'ils savent poser les bonnes questions quand ils ont besoin de plus de détails, que ce soit pour un modèle interne ou pour savoir comment des provisionnements ont été faits. Alors, je ne sais pas si vraiment comment c'est défini dans le cadre réglementaire, mais j'ai toute confiance envers les commissaires aux comptes pour aller challenger les assureurs sur la paramétrisation de leur modèle. Merci. Alors d'abord, bravo parce que vous avez parfaitement respecté l'horaire. Merci pour cette session vraiment intéressante. Merci au public qui est resté nombreux sur ce webinaire. Rendez-vous demain à la même heure pour la 3e journée du colloque sur le thème Impact du risque climatique sur les individus et les pensions. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée si vous êtes au Canada ou une bonne soirée pour les autres spectateurs. Merci. Allez, au revoir. À bientôt à tous. Bye. À bientôt. Bye. Bonne soirée, bon colloque.